truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je continue le remontage du Touran, du moteur du Touran à l'intérieur de la caisse. Bon, je vais tomber sur un souci, je tourne cette vidéo après que j'ai tout fini. Je vais tomber sur un souci, 2 nouvelles pannes que j'avais pas prévues. Donc c'est pour ça que la vidéo a mis un peu plus de temps à sortir. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à laisser un like si c'est le cas. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas louper la suite des épisodes sur la restauration de la dépanneuse qui arriveront juste après. Je vous laisse dans la vidéo. On se retrouve sur le 1,4 litre TSI pour la fin du remontage, donc c'est-à-dire tous les accessoires qui vont autour et puis le remonter dans la voiture. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tout de suite remonter le compresseur parce que ça m'oblige à remettre le faisceau. Pour ceux qui ont suivi, le capteur de cognement, d'ailleurs que je viens de remonter, il est branché derrière le compresseur. Une fois que le compresseur il est mis, c'est impossible de le brancher ou de le débrancher. Donc du coup, ça m'oblige à avoir le faisceau sur le moteur. Je le ferai juste par la suite, mais en attendant, je vais quand même rhabiller un petit peu autre chose. Je vais commencer par exemple par remettre la pompe à eau. Ou alors même le turbo de l'autre côté avec le collecteur. Toutes les choses que j'ai démontées, du coup en dernier, je remonte en premier pour me simplifier la tâche. Donc je vais pas vous montrer à chaque fois, je vais vous montrer petit à petit à chaque fois que j'ai monté les pièces. Mais à part changer les joints, je change pas grand chose, donc ça sera comme au démontage. J'avais pas dit dans la séquence avant, mais j'avais remonté le filtre à huile entre temps. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté l'ensemble turbo avec le collecteur. Donc j'ai tout changé, le joint du collecteur. J'ai remonté le boîtier à eau. J'ai changé le joint. J'ai changé aussi les joints, bien sûr, de l'arrivée d'huile, du retour d'huile. J'ai remonté le catalyseur avec les joints. Alors faites attention, celui-là, je l'avais commandé parce que j'avais vu qu'il n'était pas compris, mais il n'est pas compris dans la pochette de joint, si jamais ça vous intéresse. Je l'ai refixé aussi en dessous avec le support ici de protection thermique. Il me semble que c'est ça. Et puis du coup, j'avais pas trop démonté ces ensembles-là, donc en fait j'ai changé les joints que de ce que j'avais démonté. De ce côté, j'ai refixé aussi la vis qui allait sur ce carter. Donc du coup, ça ira bien. Là, il faudra que je fasse gaffe parce qu'à mon avis, il y a le boîtier d'eau qui vient entre. Donc je vais voir pour ce côté-là, pour peut-être après. Donc déjà, de ce côté-là, ça fait déjà pas mal de choses qui sont remontées. Maintenant, je vais passer à la suite. Donc peut-être le circuit de refroidissement ou peut-être autre chose. Je vais voir, je vous dis par la suite. J'ai remonté le boîtier d'eau qui est sur le côté ici avec le joint derrière qui est neuf. Alors j'ai pas ouvert les boîtiers ici, donc j'ai les joints toriques ici. Mais vu que je les ai pas ouverts, je pense pas que je vais les changer. Ça sert à rien de créer des problèmes. Par contre, j'ai changé le joint torique là qui est au bout du tube. C'est toujours la galère à mettre ces tubes dans les moteurs. Donc j'ai serré petit à petit ici et en tapant ici avec un maillet caoutchouc, j'ai réussi à en enfoncer petit à petit. C'est mis, mais sinon c'est très difficile. À la main, c'est presque impossible. Dans tous les cas, il fallait que je le mette avant de remettre le boîtier arrière du compresseur et le compresseur. Et avant de remettre le compresseur, il faut aussi que je rebranche cette cosse, donc le capteur de cognement. J'en profiterai aussi pour brancher le capteur point Moreau. Ici, j'ai un tout petit bout de faisceau qui arrive derrière. Et je brancherai peut-être aussi les injecteurs que j'ai pas démonté non plus. Donc pour faire ça, il faut que je remette le faisceau sur le moteur. Donc je vais le poser par-dessus et puis je brancherai petit à petit le reste. Je vais déjà brancher les prises arrière ici, comme ça je pourrai remonter le compresseur et ça fera encore une chose de plus de remonter sur ce moteur. J'ai remonté tout le bordel du faisceau moteur. Donc là il est rattaché ici. Ensuite là il passe. J'ai rebranché toutes les bobines. J'ai remis les bobines, comme ça j'ai pu refermer proprement pendant que j'ai encore de la place. J'ai rebranché quelques capteurs comme celui qu'il y a sur le turbo, donc je sais pas, peut-être le capteur map, je sais pas. Ici un petit capteur aussi. Donc j'en ai profité surtout pour brancher ce capteur avant de remettre le compresseur, brancher le capteur point Moreau, rebrancher tous les injecteurs aussi en remettant, en reclipsant la rampe, on va dire, de faisceau d'injecteurs. Ici ça va être sur les collecteurs que j'ai pas encore monté. Là-bas j'ai des capteurs encore qui sont pas branchés. Je crois qu'il y en a un qui va sur le compresseur et puis bon il va y en avoir d'autres là-bas sur le côté. Donc j'ai monté ce que je pouvais. Maintenant je vais pouvoir continuer en remettant la mousse du compresseur, l'arrière du compresseur, puis le compresseur. Je vous montre une fois que ça c'est fait. J'ai remonté le fond, enfin l'arrivée d'air je pense, ou je sais plus si c'est l'arrivée ou le départ d'air, sûrement la sortie d'air, je sais pas, peu importe, du compresseur. Et avant de remonter le compresseur, je voulais quand même vous montrer l'intérieur parce qu'on va en profiter. Donc le compresseur il vient ici, donc ça c'est la face qui vient contre ce que je viens de vous montrer. Et on peut voir à l'intérieur le fonctionnement, donc c'est des lobes qui compressent l'air, c'est complètement différent du compresseur G60. C'est un peu plus courant ce type de compresseur. C'est un compresseur qui fonctionne sans huile, il n'y a pas d'arrivée d'huile, pas de sortie d'huile non plus. Donc je sais pas si c'est un graissage à vie à l'intérieur, mais en tout cas, j'espère que c'est des genres de compresseurs qui tiennent longtemps. En tout cas là il est en très bon état, il n'est pas abîmé, il tourne bien sans forcer, donc c'est super. Là, on peut voir qu'il y a la poulie qui est entraînée avec la poulie qui est derrière la pompe à eau, mais je vous montrerai ça juste après. Donc je monte déjà ça, et puis ensuite on voit pour le remontage du reste. J'ai remonté le compresseur, j'ai remonté aussi le système de pompe à eau avec la poulie de débrayable, donc ça doit être débrayable je pense. Là la pompe à eau doit tourner et le compresseur doit être débrayable. D'ailleurs il y a un capteur, un branchement ici. Donc je sais pas exactement comment ça marche. Si vous voulez me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Peut-être que c'est quelque chose de magnétique qui entraîne le compresseur ou pas.
Le compresseur il est quand même libre de tourner, mais ça serait uniquement cette poulie qui pourrait entraîner le moteur, étant donné que c'est la poulie du vilebrequin qui fait tourner celle-ci. Ça doit faire tourner la pompe à eau en même temps, à travers, et puis celle-ci doit être débrayable, je sais pas pourquoi. J'ai remonté aussi le tendeur, donc la courroie avec le tendeur de compresseur. Donc de ce côté c'est tout bon. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout ce qui est par ici, donc le collecteur d'admission. Bon, je sais, on dit pas collecteur d'admission, mais bon, vous m'avez compris. Après, je vais aussi mettre le tuyau ici de sortie d'air de compresseur. Et puis quand ça sera tout monté, j'essaierai de vous expliquer un petit peu le fonctionnement avec un compresseur et un turbo. Donc bon, je remonte un peu tout ça et puis on en parle juste après. Bon, j'ai remonté le carter de protection ici avec la mousse du compresseur. J'ai remonté, on va dire, tant pis, je vais appeler ça comme ça, le collecteur d'admission, la pipe qui va au-dessus. Donc j'avais dit que je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne, la combinaison du compresseur et du turbo. Alors je suis pas allé voir sur internet, hein, je déduis ça par rapport à ce que je vois. Donc l'arrivée d'air, elle est ici. Ici, comme on peut voir, il y a un bypass qui vient dans le compresseur. Donc le compresseur souffle à l'intérieur, ça compresse à l'intérieur grâce à la poulie débrayable. Et ça ressort par ce tuyau qui est juste derrière là. Donc en fait ça remonte derrière et ça souffle, ça ressouffle dans ce tuyau de l'admission, donc qui vient de la boîte à air. Au milieu ici il y a un clapet, donc à mon avis qui doit se fermer pour pas renvoyer la pression dans la boîte à air lorsque le compresseur est en marche. Et sinon, quand le compresseur doit être débrayé, le volet je pense doit être ouvert pour laisser passer l'air directement ici. Ici j'ai une durite qui arrive directement ici dans le turbo et le turbo après ressouffle dans l'admission. Et puis après du coup c'est comme ça que à mon avis ça doit marcher. Donc le compresseur doit fonctionner à bas régime, le turbo à haut régime. Il doit avoir un système pour que le volet se ferme quand le compresseur fonctionne et qu'il s'ouvre et que lorsqu'il fonctionne pas et que ça débraye la poulie. C'est un système qui est pas très compliqué, enfin du coup il y a quand même des choses à gérer, mais en principe c'est pas très compliqué. Après je sais pas si ça se ressent vraiment. Je pense que sur un petit moteur ils ont voulu gagner du couple à bas régime avec le compresseur et du turbo un peu plus pour les hauts régimes. Bon bref, j'ai remonté tout ça, c'était un petit peu une petite parenthèse. La durite ici justement que je parlais, je la remonte pas tout de suite parce que ça va me gêner pour le support moteur. Sinon j'ai remonté aussi les durites ici, toutes les durites qui se remettent, donc ça doit être des durites de vapeur d'huile je pense. J'ai tout remonté, j'ai remonté aussi les durites de dépression de Westgate et de Westgate et je sais plus ce que c'est l'autre, enfin la dépression en tout cas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer de remonter la face avant, donc l'alternateur, le support d'alternateur, les poulies sur le côté. Je sais pas si je vais remonter la courroie, je sais pas si ça vaut le coup de la remonter tout de suite, je vais voir. Donc du coup, ça fait quand même un gros moteur une fois que c'est tout assemblé. Bon, ça double le volume du moteur hein, quasiment, avec tous les accessoires autour. Donc voilà, ça se remonte petit à petit. Je remonte, comme j'ai dit, la partie avant, ici, tout ce qui vient ici, sauf le compresseur clim, bien sûr, qui est là-haut dans la voiture, que je remonterai en dernier quand ça sera dans la caisse. Et puis une fois que j'aurai remonté ça, ça sera presque prêt. Le faisceau qui est sur le moteur, là, j'ai quasiment tout plus branché. J'arrive plus à parler. Il me reste juste un capteur ici, je me rappelle plus où il va, mais de toute façon, j'ai pas de prise aux alentours. Et sinon, j'ai rebranché tout le reste, donc ça sera bien de ce côté-là. Il manquera bien sûr à remettre la boîte aussi, mais il faudra que je lève du support moteur. Donc je remonte l'alternateur avec le support et puis on se reprend déjà une fois que c'est fait de ce côté pour pouvoir remonter l'embrayage, le volant moteur, tout ça et la boîte de vitesse. Bon, je trouvais ça bizarre cette prise, donc j'ai quand même regardé sur caméra et en fait ça se branche ici. Donc je vais passer le câble en dessous ici, puis je vais brancher, ça doit être un débitmètre je pense. Bon, peu importe, je vais brancher cette pièce et puis du coup ça sera bon pour le faisceau, du coup tout sera branché. Je vous reprends une fois que j'ai monté l'alternateur. J'ai remonté l'alternateur, le support de compresseur clim, j'avais parlé de remettre la courroie, mais bon, tant que j'ai pas remis le compresseur clim, je peux pas la mettre, c'est logique. J'ai remis aussi le galet ici en rouleur, j'ai remis la poulie ici qui est pas serrée encore, donc là il faut serrer fort, je crois que c'est 150 Nm plus 180 degrés, à moins d'avoir un bloc moteur. Dans ce moteur il y a un système, donc de l'autre côté ici, comme on peut voir ici, il y a une petite vis à laine, donc il faut l'enlever et mettre cette pièce, donc ça permet de bloquer le vilebrequin. Il y a un plat sur le vilebrequin, donc en tournant le vilebrequin il va venir se bloquer contre ça, donc il faudra bien le serrer comme il faut, et grâce à ça je pourrai serrer ma vis à la force qu'il faut, donc 150 Nm plus 180 degrés. C'est ce que je vais faire maintenant, et puis après quand on se retrouve, je commence à mettre le moteur sur la grue d'atelier, et puis on va commencer à remettre de l'autre côté le volant moteur avec les nouvelles vis, l'embrayage que je change pas parce qu'il était en bon état, et puis on commencera à remettre la boîte. Pour la boîte, il va falloir que je remette un coup de propre dessus. Ça va me faire perdre encore un peu de temps, mais c'est pas grave, au moins ça fait un coup de propre. Donc je vous reprends dès que je mets le moteur sur la grue pour passer à la suite. Bon, j'ai retiré le support moteur, je l'ai mis de côté, il va falloir que je le range. Je vous ai pas attendu, j'ai monté le volant moteur avec les vis, donc le serrage 60 Nm plus 90 degrés. Donc on peut voir que j'avais fait un repérage pour savoir les 90 degrés.
Maintenant, bon, j'avais mis le bloc moteur ici, ça m'a bien servi parce que sinon ça tournait. Encore une fois, c'est pas un bloc moteur qui est fait pour ce moteur, mais bon, ça fonctionne bien comme ça. Je vais monter le disque d'embrayage et le mécanisme d'embrayage, et puis ensuite on pourra mettre la boîte. Bien sûr, je vais centrer l'embrayage comme d'habitude pour pas galérer de ce côté-là. Donc je mets le volant, enfin je mets le disque d'embrayage et le mécanisme, et ensuite je vous filmerai quand je monte la boîte. C'est toujours amusant, je pense, de me voir galérer à mettre quelque chose d'aussi lourd. Pour le disque d'embrayage, faire bien attention de ne pas se tromper, ça a un sens encore une fois. Donc là, comme on peut voir ici, c'est écrit Gearbox Size, donc c'est bien de l'anglais pour ceux qui me disent que c'est de l'allemand pour quand je parle. Du coup, c'est du côté de la boîte, du coup extérieur comme ça. Faut pas se tromper parce qu'en mettant dans l'autre sens, et ben après ça fonctionnera pas. Il faudra tout redémonter, donc vaut mieux le mettre dans le bon sens dès le premier coup. J'ai installé l'embrayage, donc il est centré. Les vis ici, c'est 20 Nm dans mon cas. Ça peut être aussi 14 si les vis sont un peu plus petites. C'est des douilles à la con, un peu comme Volkswagen. C'est du 9, je crois. Attendez, je vais regarder. Je crois que c'est du 9 en 12 pans. Ouais, c'est ça, c'est du 9 mm en 12 pans. Donc en général, ces vis, enfin ces douilles, on les a pas forcément. En général, moi, c'est du 6 pans que j'ai. Donc j'avais acheté cette douille exprès la dernière fois. J'avais pas dit aussi, mais il faut pas oublier de remettre la tôle derrière là, parce que avant le volant moteur, parce que si une fois qu'on a remis le volant moteur, c'est trop tard pour le remettre. Heureusement, moi je l'avais mis, j'y avais pensé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la boîte. Il faudrait que je mette un coup de propre dessus. Franchement, j'ai un peu la flemme, mais je vais quand même faire le plus gros. Et puis ensuite, je vous filme quand je la mets en place. Bon, j'ai nettoyé la boîte grossièrement, elle est par terre là. Je vous montrerai juste après. Là, je vais mettre la boîte dessus. J'ai les vis qui sont prêtes un petit peu à côté, donc c'est parti, je vais la mettre en place. J'espère que j'ai bien centré l'embrayage, mais il ne devrait pas y avoir de soucis comme d'habitude. Donc c'est parti pour se casser le dos. Bon, je sais pas si je mettrai toute la séquence, mais j'en ai bien chié, j'arrive pas à la mettre. Bon, je vais essayer encore une fois. J'ai revérifié quand même hors caméra si le centrage était toujours bon, si je ne m'étais pas trompé, mais le centrage est bon. C'est juste que ça passe vraiment au millimètre avec la tulipe et le volant moteur. Le volant moteur passe pile poil dans la boîte et il y a la tulipe qui gêne un petit peu, qui passe à moins d'1 millimètre au bord du carter. C'est la différence avec les boîtes qui ont des petits carters démontés derrière le volant moteur de ce côté-là. Bon, je vais refaire un essai et puis j'espère que ça va faire parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut la remonter. Quelle galère! Bon, je me repose 2 secondes et je mets les vis autour. Là, il y a une vis qui est serrée, elle est quasiment en place. Mais bon, j'ai réussi à la monter. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, la boîte est montée. On voit qu'elle est encore un peu mouillée, c'est un peu du dégraissant, mais j'ai quand même nettoyé un petit peu, enfin en tout cas le plus gros. En fait, la technique, c'est qu'il faut, comme j'ai dit, la tulipe, comme on peut voir ici, elle passe légèrement derrière le carter moteur, le bloc moteur. Et de ce côté, le volant moteur, il passe vraiment à ras à l'intérieur du carter. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est la rentrer un peu en biais comme ça. Et une fois que la tulipe est passée derrière, la redresser. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Au début, j'avais pas tout à fait compris ça. Mais bon, une fois que j'avais un petit peu essayé, j'ai compris. Bon, c'est un petit peu lourd. Ne me dites pas comment il faut monter une boîte, se poser le moteur par terre ou poser la boîte sur la table et puis rapprocher le moteur. Je sais très bien, j'ai déjà fait cette technique auparavant, mais c'est toujours plus long. Bon là c'est vrai que j'ai galéré un petit peu plus que d'habitude parce que il fallait trouver la technique, mais maintenant c'est fait et au moins j'ai gagné du temps au niveau de la mise en place. Donc là j'ai encore pas mis les vis, il y a encore une seule vis. Je vais mettre les vis tout le tour, faut faire attention bien sûr, faut pas les mettre dans n'importe quel ordre, moi je les avais repérés. Il y en a qui sont plus longues que d'autres. Je vais remettre le démarreur qui vient ici. Et il y a aussi cette pièce là qui est vissée sur l'arrière de... qui est vissée ici, dans ce trou ici, par l'arrière. Donc j'avais regardé, j'espère que ça va passer avec le catalyseur, mais normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc je remets en place tout ça, et puis ensuite, voilà, on voit bien ce que je disais. Là, le volant moteur, il passe vraiment au millimètre à l'intérieur du carter, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc ce que je fais, c'est que je mets les vis de boîte, je serre tout comme il faut, je remets le démarreur, et puis après on passe à la suite. Bon, j'ai serré toute la boîte, j'ai remonté le démarreur.
que j'ai serré aussi. J'ai remonté ce support là de faisceau et j'ai remonté la vis que je disais là qui tient ça par derrière. Alors c'est où c'est qu'on la voit? Ici, voilà, juste ici, donc il tient dans la boîte. Ce que je vais faire, c'est que j'avais raccourci le bras comme je vous ai dit. Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le moteur sur les pieds de la grue et je vais essayer de le rallonger au maximum. Ça fera passer un petit peu plus facilement peut-être pour le condenseur ici de clim entre le moteur et la grue. Bon, si vous voyez pas ce que je veux dire, vous verrez dans la suite de la vidéo. Il faut que je range un peu tout ce bordel parce qu'il va falloir que je descende le Touran. Donc du coup, je vais ranger, je vais étendre la grue et puis on se retrouve pour remettre le moteur dans la caisse. J'ai rangé un peu sous la voiture, comme ça je peux la descendre. J'ai étendu un peu ma grue. J'espère que ça va faire un peu mieux, j'aurai un peu plus de place pour jauger. J'espère juste que j'aurai la place, mais je suis pas sûr en fait. Je pense que je vais peut-être la raccourcir parce que je pense que je vais pas avoir la place entre la voiture et mes servantes ici. Donc je vais regarder de ce côté-là et puis je verrai. Bon, je vais peut-être faire un essai comme ça avant. Bon, c'est parti, je descends la voiture et puis je vous montre quand je mets le moteur dans la caisse. Bon, bah allez, c'est parti, j'ai descendu la caisse, donc il ne manque plus qu'à mettre ça ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lever la grue, le moteur, pour le passer au-dessus du condenseur et du radiateur qui reste. Radiateur ou échangeur, je ne me rappelle plus, on s'en fout. Du coup, je vais le passer par-dessus, mais bon, il faut que je fasse gaffe aussi à la hauteur avec le capot. Et puis dans tous les cas, je crois que ça passe pas tout à fait. Bon, bref, je vais vous mettre le passage en accéléré quand je mets le moteur dedans, comme j'ai fait d'habitude. Et puis après, on se retrouve une fois que le moteur il est au moins vissé sur les supports moteurs dans la caisse. Bon bah voilà, le moteur est dedans comme vous avez vu. Pour être honnête, je me suis bien fait chier. Je pense que ça s'est vu un petit peu dans la vidéo. Bon, je couperai certains passages, je pense, où c'est trop long, même si c'est en accéléré. Du coup, j'ai un petit peu galéré pour remettre le compresseur de clim parce que j'arrivais pas à l'aligner bien avec les tuyaux rigides et puis je voulais pas forcer parce que je voulais pas y abîmer bien sûr. Et puis ensuite, le moteur, comme on peut voir, je l'ai vachement incliné pour pouvoir le passer le support, enfin la boîte, sous le longeron de ce côté-là pour que le tuyau d'admission que j'ai mis sur le moteur me gêne pas. Bon bref, c'est un peu technique, mais bon, le principal c'est que j'ai rien abîmé et que ça s'est bien passé, même si j'ai mis un peu plus de temps, mais je préfère faire attention, prendre plus de temps et puis bien vérifier de partout que ça touche pas, que ça abîme pas quelque chose. Et là, dans ce cas-là, je suis content, ça s'est bien passé, même si ça a pris du temps. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à remettre le faisceau ici, le refaire passer vers le calculateur, peut-être refermer là-bas parce que j'en ai plus besoin pour ceux qui ont suivi les vidéos. J'avais démonté la façade qui est sous la baie de pare-brise comme ça pour accéder au calculateur. Donc il faudra que je refasse passer le faisceau, que je le rebranche, que je refixe le calculateur et puis je pourrai mettre la plaque. Ça sera terminé de ce côté-là. Je vais pas oublier surtout de remettre la durite de Mastervac ici qui se met derrière le moteur parce qu'après je vais oublier. Et puis pendant que je suis derrière le moteur, je vais pouvoir rebrancher les deux durites du radiateur de chauffage. Comme ça, pour derrière, ça sera bon. Normalement, je pense que j'oublie rien. Et puis bah déjà, quand j'aurai fait ça, ça sera déjà pas mal. Je vais serrer au couple les supermoteurs, parce que là, je les ai serrés à la main, pour être sûr que ça se dévisse pas. Et puis ensuite, je vous montre le résultat quand j'ai un petit peu plus avancé. Donc comme je disais, j'ai rebranché les deux durites de radiateur de chauffage, c'est avec un circlip qui se met comme ça pour bloquer. Donc là, ça bouge plus, nickel. J'ai rebranché la durite de Mastervac, elle est reclipsée derrière. C'est pas très compliqué à faire, faut juste y penser. Et pour du coup le faisceau, donc je l'ai fait repasser ici.
je l'ai fait reclipser. Il y avait cette prise à rebrancher. Donc là, il passe tout le long ici, il est clipsé tout le long. Ensuite, il passe ici au milieu. Et ensuite, on le voit derrière qui est accroché et qui retourne au calculateur. Le calculateur, je l'ai refixé. Je voulais vous montrer avant de refermer. Mais ici j'ai la plaque, cette plaque qui vient là. Malheureusement, il n'y a plus l'insonorisant ou je sais pas ce qu'il y avait dessus. Bon, moi, comme on peut voir, il y a des restes ici. Ça n'était déjà pas quand j'ai démonté. Donc, je vais remonter cette plaque. Il y a un petit plastique qui vient sur le côté, un petit peu comme celui-là. D'ailleurs, qui est juste là. Donc, juste à remettre ça une fois que j'aurai mis la plaque. Et puis déjà, ça fera propre au niveau du faisceau moteur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebranché aussi le plus du démarreur. J'ai rebranché le moins, que j'ai fait passer comme il faut. Et puis petit à petit, je vais commencer à rebrancher un petit peu toutes les prises. Là, j'ai rebranché aussi la prise du démarreur ici, la prise du capteur de vitesse, je sais pas. Bon, bref, je rebranche les prises petit à petit. Et puis, je continue tout ça et je vous tiens au courant de la suite. Pour rien oublier, je vais vous faire des vidéos souvent. Donc j'ai remonté la commande de boîte, ici et ici. J'ai vissé aussi les 3 vis sur la boîte. J'ai remonté le récepteur d'embrayage ici que j'avais pas ouvert, donc il n'est pas dépurgé. Pour l'enlever, j'avais dû desserrer ce support, même l'enlever. Donc je l'ai resserré des deux côtés. Donc pour la boîte, c'est quasiment bon. Enfin, je pense que c'est même quasiment tout bon. Manquera peut-être avoir un capteur de vitesse derrière, je vais voir, par en dessous. Dans tous les cas, pour la boîte, là, de mon côté, c'est bon. Donc je vais continuer petit à petit et puis je vous tiens au courant chaque chose que je fais, comme ça évite d'oublier des choses. Je viens de rebrancher et de faire passer le faisceau de l'alternateur et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un petit peu trop facile. Je me rappelais qu'en fait il manquait quelque chose. Donc en fait j'ai un tube qui passe ici, là, dans ce trou là, et pour le passer, il faut que je démonte soit le catalyseur, soit le compresseur clim. Bon, vous aurez compris que le compresseur clim ça va être plus simple. Donc ce tuyau c'est ça. C'est ce tuyau en alu. Je vais quand même essayer de le passer sans démonter, mais dans mes souvenirs, je pense que je pouvais pas. Donc je vais retirer le compresseur clim, passer le tuyau et puis remettre le compresseur clim. De toute façon, il faut le faire. Donc là, il y a le fil du compresseur clim qui arrive en bas. Je ne vais pas le brancher tout de suite, bien sûr, si je démonte le compresseur. Et je le mettrai juste après. Bon, voilà, j'ai fait passer le tuyau d'admission. J'en ai profité pour serrer les durites, remettre le compresseur clim que j'ai branché. Par contre, j'avais pas vu au démontage, mais l'admission qui passe juste à côté du catalyseur sans pare-chaleur, sans rien, je trouve que c'est pas génial. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est remonté, donc je vais passer à la suite. Je vais peut-être passer un petit peu dessous pour remonter l'échappement, remonter peut-être le capteur de niveau d'huile. D'ailleurs, je sais pas où il est le fil, mais je verrai quand je serai dessous. Et puis, je vais regarder par derrière aussi du moteur s'il n'y a pas des choses à rebrancher, des fils qui sont là. Je pourrais aussi remettre la couronne d'accessoires, comme ça serait bien pratique maintenant qu'il y a... pendant qu'il n'y a pas la face avant. Et puis ensuite, je trouverai bien quelque chose d'autre à faire, à brancher. Donc je vous tiens au courant pour la suite encore une fois. Bon, finalement, avant de passer dessous, j'ai remonté le bocal de liquide de refroidissement que j'ai branché en haut et en bas, le retour et l'arrivée. J'ai branché derrière, ici on voit pas l'arrivée d'essence, donc il passe ici. J'avais débranché directement sur la pompe de pression et j'ai aussi le retour d'essence que j'ai reclipsé. Donc pour ça c'est bon. J'ai remonté aussi la durite d'admission, étant donné que ça me gênait pour remettre les supports moteurs. Mais maintenant que j'ai tout serré, c'est bon. Donc impeccable. J'ai remis aussi la petite durite qui va là. Donc super de ce côté-là. Maintenant, je vais pouvoir passer en dessous, remettre le troisième support moteur anti-couple, et puis brancher ce qu'il y a dessous, si éventuellement j'ai oublié des trucs. Donc c'est parti, on se retrouve en dessous maintenant. Donc comme je disais, je suis passé dessous, j'ai remonté la ligne d'échappement ici avec les deux vis. J'ai rebranché ici le capteur de niveau d'huile. J'en ai profité pour remettre les cardans. Alors là, la vis ici, elle sera resserrée comme il faut, mais là, je l'ai mis au contact. Pour les vis à l'intérieur du cardan sur la boîte, c'est bon, des deux côtés. Ce que j'ai fait, j'ai remis aussi les rotules de suspension ici. Il n'y a pas de trous oblongs, c'est des trous simples. Donc en fait, il n'y a pas de réglage de géométrie par ces vis. Donc il n'y a pas de déréglage, on va dire, de géométrie. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une usure un peu anormale des pneus. Donc je pense qu'il faut faire au moins un parallélisme. Mais ça, moi, je suis pas équipé. Ensuite, j'ai remis, bien sûr, le support moteur anti-couple. Et je crois qu'à l'arrière, c'est tout. En dessous, pardon, c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais rebaisser et puis je vais passer au-dessus, continuer au-dessus le remontage. Bon, j'avoue, je vous ai pas trop attendu. J'ai remonté le radiateur d'eau que j'ai refixé avec l'échangeur et le condenseur clim. Ensuite, j'ai remis la façade avant en plastique ici, qui est tenue par la traverse qui est sous le polystyrène ici. Donc là, ça tient tout comme il faut. J'ai bien sûr rebranché le radiateur. J'ai rebranché aussi l'échangeur des deux côtés. J'ai rebranché électriquement les ventilateurs aussi, parce qu'il y a le bloc ventilateur aussi avec le radiateur. Donc pour toute la face avant, là, c'est tout bon. Il manquera plus qu'à remettre les petites barrettes ici, peut-être les phares, puis il manquera aussi la batterie, le support de batterie, la boîte à air. De ce côté, je sais pas ce qui manque, je m'en rappelle plus, parce que ça fait un gros trou quand même, il faut que je regarde. Et puis il manquera aussi un petit peu l'arrivée d'admission d'air, enfin l'arrivée d'air de la boîte à air jusqu'à l'admission.
Du coup, je vais continuer le remontage. Là, ça se remonte bien petit à petit. J'ai branché tout ce que je pouvais dessous. Donc, j'ai un capteur sur une durite d'eau. Bref, j'ai plein de choses. Du coup, j'ai branché au fur et à mesure. J'espère que j'ai rien oublié devant parce que là, le passage, ça va être compliqué maintenant. Mais il n'y a pas de raison que j'ai oublié quelque chose. Donc maintenant, je vais continuer. Et puis, je vous tiens au courant. Mais là, ça commence à se préciser, ça commence à reprendre forme et ça commence à ressembler enfin de nouveau à un Touran. J'ai remonté les platines au-dessus des phares de chaque côté. J'ai remonté aussi la boîte à air. J'ai changé le filtre parce que l'autre il était imbibé d'huile. Il y avait un retour d'huile depuis l'admission à cause de la consommation d'huile forcément. J'ai remonté le support de batterie. La batterie, j'ai branché juste le moins au fond. Le plus il est là. Je le brancherai en dernier. J'ai un petit peu essuyé la boîte à air parce qu'elle était pleine d'huile. Et c'est d'ailleurs pour ça que la boîte à vitesse était pleine d'huile en dessous parce qu'il y a des trous au fond de la boîte à air. Et ça devait couler dessus à chaque fois. Bon bref. J'espère que ça sera bon comme ça. Il n'y a pas de raison. Donc là, il y a la petite mise à l'air qui est branchée sur le couvre-culasse que j'ai remis. Il ne manquera plus qu'à la mettre sur le couvercle de la boîte à air. Mettre la durite au fond. Et puis pour le moteur, ça sera à peu près bon. Je pense même que ça sera tout bon parce qu'il ne me reste plus de pièces de côté. Plus de pièces et plus de vis. Donc je vais continuer. Donc du coup, je vais mettre le dessus de la boîte à air, la durite. Brancher la petite durite ici. Je vais commencer à mettre les phares. Et puis avant de mettre le pare-choc, peut-être qu'on fera un essai de démarrage quand même. Parce que bon, il ne faudrait pas que ça soit tout à redémonter. Mais je suis assez confiant, je pense que ça va le faire. Il faudra bien sûr que je mette de l'eau et de l'huile. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Bon, j'ai mis de l'eau, j'ai mis de l'huile, j'ai rebranché la batterie. Déjà, ça n'a pas pris feu, c'est déjà une bonne chose. Ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 heure, j'ai cherché le fusible de la pompe à essence pour éviter de débrancher les bobines parce que c'est une vraie galère. Il aura fallu tout démonter pour tout ça pour pouvoir réamorcer un petit peu l'huile. J'ai réussi à trouver le fusible. Finalement, j'ai ramorcé l'huile. Je l'ai fait dans la foulée, j'ai pas filmé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai remis le fusible. Donc on va essayer le premier démarrage. Normalement, ça devrait démarrer, j'espère. Il n'y avait pas de bruit bizarre à l'amorçage. Enfin, en tout cas, il y avait l'air d'avoir les compressions. Donc je vous mets sur le trépied, puis on essaye le premier démarrage. J'entends un bruit bizarre dans la chaîne. Alors est-ce qu'il faut que le tendeur de chaîne se réamorce un petit peu peut-être? On va laisser tourner. Bon, pour le moment je vais couper la caméra et puis je vous reprends un petit peu après. Bon, en fait, désolé, je ne sais pas si vous m'entendrez bien. Mais en fait, c'est pas la chaîne qui fait du bruit, c'est le galet tendeur derrière au fond qu'on voit là-bas en bas. Je suis désolé, vous m'entendez peut-être mal. Je vais me reculer un peu. En fait, c'est pas la chaîne qui fait du bruit, c'est pas du tout la chaîne même, c'est le galet de pompe à eau. Donc c'est bizarre. Alors là, comme on peut voir, je sais pas si on a bien vu en vidéo, mais la poulie est débrayée, c'est-à-dire que le compresseur tourne pas. Alors je sais pas s'il y a quelque chose de ce côté-là. C'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un petit peu du jeu. Moi, ça me semblait pas, enfin, je savais pas trop quoi en penser. Il y avait un petit peu du jeu dans la poulie. Donc je vais laisser comme ça pour le moment. Je vais éteindre et puis je vais voir de mon côté ce qu'il en est, si ça peut être grave ou si ça peut être un symptôme que la pièce est à remplacer. Bon, je suis en train de refaire un essai avec l'embrayage enfoncé. Là, j'ai mis une cale sur le pédale d'embrayage. Et comme on entend, je crois bien que la butée d'embrayage, elle est morte aussi. Et c'est vraiment, ce moteur, c'est vraiment de la merde. J'ai remonté et branché les phares. D'ailleurs, ça m'a permis de voir que j'avais oublié de rebrancher un capteur ici, qui était en même temps que le faisceau des phares. Ça va être un faisceau, je pense, pour la clim. Ah non, pardon, c'est le faisceau pour l'ouverture du capot. Bon, c'était pas très grave, mais je l'ai rebranché quand même. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la valise Vagcom pour voir les défauts que ça me donne, effacer ceux qui sont présents, parce qu'à mon avis, ceux qui étaient avant, ils sont encore présents. Et puis, du coup, voir s'il y a d'autres défauts qui réapparaissent. J'espère pas. Je vais voir de mon côté pour la pompe à eau et le kit d'embrayage. Enfin, en tout cas, la butée ou peut-être le kit complet. On va voir de ce côté-là, mais c'est peut-être encore des choses à faire.
J'ai branché l'ordinateur, je l'ai branché là en dessous sur la prise OBD, donc ça c'est nickel. Bon, la version c'est une version piratée, vous en doutez, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre le contact et puis on va regarder déjà les défauts qu'il y a. Ça prend un petit peu de temps, donc je vous reprends dès que les défauts sont affichés. Bon, alors j'ai plusieurs défauts, on va se concentrer surtout pour ceux de moteur parce que de toute façon il n'y a pas le pare-choc avant, donc tout ce qui est radar de recul, enfin radar de recul à l'avant on va dire, radar d'avance, tout ça c'est pas rebranché, donc il y a des soucis. Et il y a aussi les feux que j'avais pas rebranchés la dernière fois que j'ai fait l'essai, donc ça doit faire des défauts sur les ampoules. Donc là comme on peut voir, raté de combustion détecté. Comme on peut voir, le kilométrage 143 848 000, c'était le kilométrage du défaut qui est ici là. Et comme on peut voir ici, elle a 144 103. Donc ça date pas de ce coup-ci. Donc là c'était des défauts qu'il y avait déjà avant. Donc raté de combustion, en fait ils sont sur tous les cylindres je crois. Désactivation cylindre, il y avait pas mal de défauts. Raté de combustion encore cylindre 2. Clapette dérivation d'air turbo, coupure, donc ça je sais pas, mais pareil le kilométrage ça correspond pas à ce que j'ai aujourd'hui, c'était il y a 50 km. Du coup ben je vais effacer ces défauts, je continue de regarder, excitation d'allumage cylindre 1, dysfonctionnement, pareil le kilométrage c'était la dernière fois, donc là comme on peut voir il y a quand même pas mal de défauts. Encore une fois c'est pareil pour les autres cylindres, fuite d'air dans le système d'admission, donc ça j'espère qu'elle y est plus. C'était pareil le kilométrage ça correspond pas, donc on va voir après. Bon après les freins pas de défaut, et là comme je disais centrale électrique, code défaut trouvé, ampoule de feu de croisement gauche. Donc comme on peut voir le kilométrage 144 103 c'est bien celui qui correspond aujourd'hui, donc c'est ce que je vous ai dit, j'ai fait l'essai avec les feux débranchés, donc c'est pour ça que ça m'a mis le défaut, comme ça me permet de voir que le kilométrage numérique correspond bien au compteur. Bon je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Donc après voilà les ampoules qui étaient voilà, ampoules de clignotant, forcément j'ai pas remis les feux avant, donc de tout ça c'est normal. Donc ça c'est pour centrale élec, et puis ensuite sans tout voir, voilà assistance stationnement, donc ça c'est pareil, ça c'est à l'avant que c'est pas rebranché. Et porte passager, bon je vais regarder mais de toute façon c'est pas l'urgence pour le moment. Je vais déjà effacer les défauts et puis on va voir ce qui se rallume. Je vais remettre le moteur en route pendant quelques minutes et je vais voir s'il y a des défauts qui reviennent. Bon j'ai quand même regardé le défaut de la porte passager avant, donc c'est le clignotant du rétroviseur qui a un problème. Je vais regarder ça quand même, on sait jamais, ça peut, si c'est juste une ampoule à changer je le ferai. Donc je regarde ça de mon côté, comme ça me permettra d'effacer les défauts, parce que si je les effaçais, celui-ci aurait disparu sans que je le sache. Bon, c'est reparti, j'efface les défauts, je fais ce que je vous ai dit et puis je vous reprends juste après. Bon, en attendant que je fasse tourner un peu le moteur, j'ai mis les warnings. Comme on peut voir déjà il n'y a pas de voyant moteur, tout à l'heure il y avait le voyant moteur qui était présent depuis avant, maintenant que j'ai effacé les codes défauts il n'y est plus, à voir s'il revient. Pour la lampoule ici, ben, c'est la lumière du clignotant du coup. Comme on peut voir j'ai mis les warnings. Ici on peut voir dans le rétro que ça clignote. Et de l'autre côté là-bas ça clignote pas. Donc en attendant que le moteur il chauffe un peu, que je le fasse tourner, je vais essayer de voir pour changer cette ampoule, ça sera toujours ça de plus en fait. Bon bah les voitures récentes c'est pas trop mon truc, je parlais d'une ampoule mais en fait je crois que c'est des LED. Donc je vais pas pouvoir changer grand chose, peut-être qu'il y a un branchement qui déconne, mais pour le moment c'est pas le problème principal. Donc je vais attendre de ce côté là, je vais dire à mon ami que le clignotant ne marche pas, mais c'est pas le plus urgent. Bon, ça fait un petit moment que je fais tourner, pas si longtemps, quelques minutes, mais suffisamment pour que le moteur soit chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les défauts, et puis je vais essayer de me motiver pour revoir les compressions. Donc là je suis à chaud, donc c'est impeccable. C'est un petit peu chiant sur ce moteur à sortir les bobines, mais bon, ça vaut le coup quand même de regarder après tout le travail qui a été fait. Bon ben voilà le résultat, plus aucun défaut sur le moteur. Alors je sais que c'est pas en étant au ralenti pendant un petit moment que ça va pouvoir afficher tous les défauts. Il faudrait que je puisse aller rouler. Là j'ai pas resserré les cardans parce que je suis en train de me demander avec mon ami si on change pas le kit d'embrayage complet. Donc je veux pas serrer les cardans pour les redesserrer demain. Là ils sont serrés, ils sont au contact mais ils sont pas serrés vraiment à fond. Donc je peux pas me permettre de trop rouler avec. Je vais quand même voir avec mon pote ce qu'il veut faire. Pour le kit d'embrayage et pour la pompe à eau, ça pourrait rouler comme ça mais ça fait du bruit, est-ce que ça peut casser, enfin vous savez tout comme moi que c'est pas génial de faire ça, donc il faut qu'on voit ensemble ce qu'on fait. Pour la réparation du moteur pour le moment c'est convaincant, ça démarre vraiment au quart de tour, c'est impeccable. C'est dommage qu'il y ait ces bruits d'ailleurs parce que sinon ça tourne très bien comme ça. Je vais quand même vérifier les compressions, prendre 1 heure de temps pour vérifier ça, et puis ensuite je vous montrerai le résultat. J'ai démonté les bobines qui sont là, j'ai démonté les bougies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon compressiomètre. Pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, c'est un compressiomètre qui est un peu moyen. La valeur on va dire le chiffre que ça va me donner, je suis pas sûr que ça soit 100% fiable, mais ça permet surtout de voir la différence entre tous les cylindres, parce qu'il est quand même répétitif. Donc je vais le mettre en place dans chaque cylindre, et puis je vous montre en direct le résultat.
Donc comme je disais, mon compressiomètre c'est vraiment de la merde. Là ça m'affiche 7 bars, à mon avis il y a beaucoup plus. On va voir si c'est régulier sur les autres cylindres. Donc là c'est pareil, 7 bars. Bon, la valeur on va pas faire attention, hein, mais le principal c'est que ça soit 4 fois la même. Après je vous expliquerai mon compressiomètre, ce que j'avais fait, les essais que j'avais fait la dernière fois. Exactement pareil, 7 barres, donc dernier cylindre, et puis on va voir ce que ça donne, je vous raconterai après. Et voilà, exactement 7 barres aussi, donc les 4 cylindres sont exactement pareils. Pourquoi 7 barres? Donc 7 barres c'est pas la valeur réelle, hein, bien sûr. Ça doit être à mon avis plutôt dans les 10-11 barres. En fait à mon avis je pense que mon flexible ici il perd un petit peu, j'arrive pas à le visser à fond, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. À chaque fois j'ai des valeurs très basses sur mon compressiomètre, ça fait au moins le 6e moteur que je mesure avec. Par contre j'ai eu l'occasion de mesurer ce moteur là avec mon ami la toute première fois qu'il est venu voir. Et on avait mesuré avec un autre outil, c'est-à-dire avec l'embout comme ça, où je mets directement le manomètre, on va dire, au bout. Et moi j'appuyais comme ça devant pendant que mon ami démarrait le moteur. Le problème c'est que moi je suis toujours tout seul, donc je peux pas le faire comme ça. Ça me permet quand même d'avoir une valeur de base, de référence, savoir si les 4 cylindres sont pareils ou pas. Là je sais que les 4 cylindres sont exactement pareils, en même temps c'est quand même logique, puisque les cylindres, enfin les alaisages et les pistons, plus les segments, c'est tout neuf. Donc sachant que c'est tout à la même cote, que c'est tout neuf, il y a aucune raison qu'il y ait des fuites, à moins que bien sûr qu'il y ait une soupape qui soit tordue. Mais comme on peut voir ici, la valeur elle est bonne pour les 4 cylindres. Donc c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Le boulot que j'ai fait sur la réfection de ce moteur, en tout cas là, sur la partie mécanique, c'est une bonne nouvelle. Là mon ami m'a tenu au courant, il veut qu'on fasse le kit d'embrayage et la pompe à eau. Je pense qu'il fait un très bon choix, malgré le fait que ça soit encore très cher. La pompe à eau elle est spécifique parce qu'il y a la poulie débrayable du compresseur. Et du coup la butée qui fait du bruit... Pour être honnête, l'embrayage, le patin est en bon état. Je vous le montrerai d'ailleurs quand je le démonterai, si je fais ça en vidéo. Le patin est en bon état, mais le mécanisme, moi j'ai aucun moyen de le vérifier. Je pense qu'il a jamais été changé, il a 140 000 km, donc je pense que ça aurait pu faire encore un petit peu. Et la butée, j'avoue que j'ai pas trop regardé, mais même si j'avais regardé, je suis pas certain d'avoir vu qu'elle était cuite. Donc bon, maintenant ça c'est fait. Je pense que c'est une bonne chose d'y faire. Moi ça me rajoute encore du boulot, mais le principal c'est que la voiture soit en bon état lorsque je la rends à mon ami. On se retrouve plusieurs jours après la dernière séquence que vous venez de voir. Bon, moi j'ai fait autre chose en attendant qui n'a rien à voir avec ce Touran. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer le démontage pour le changement de la pompe à eau et pour le kit d'embrayage. Donc démontage de la boîte et puis démontage de pas mal de choses ici pour accéder à la pompe à eau qui est derrière, dont le cache du compresseur qui est difficilement accessible. Je vais essayer de démonter le moins de choses possible, mais bon, il faut ce qu'il faut, donc on verra comment je me débrouille à ce niveau-là. Normalement, si tout va bien, les pièces arrivent demain. Bon, pour vous, ça sera dans la suite de la vidéo, bien sûr. Mais c'est pour ça que je veux prendre un peu d'avance à ce niveau-là, surtout qu'aujourd'hui, j'ai un peu de temps. Donc, c'est parti de ce côté-là. Je redémonte certaines pièces et je vous montre ce que j'ai fait une fois que ça a été fait. De toute façon, c'est déjà la deuxième fois dans cette série de vidéos. Donc, je pense que vous aurez compris un petit peu le système au bout d'un moment. Bon, j'ai pas filmé grand chose, mais j'ai retiré les durées d'admission, le tendeur de poulie, de courroie de compresseur. Là, on peut voir qu'il y a le cache qui est poussé derrière parce que sinon il recouvre la poulie. Ensuite, j'ai enlevé la courroie avec la pompe à eau. Donc bon, ça a coulé un petit peu par terre, mais c'est pas grave. Toutes les pièces sont là, donc on peut voir la durée d'admission qui passe devant, juste derrière la roue avant droite, la courroie de compresseur avec la pompe à eau, le tendeur, ça c'est la fixation pour cette durite là, et là c'est la durite supérieure pour me laisser un peu de place. On peut voir aussi que j'ai retiré encore les cardans une nouvelle fois pour la boîte de vitesse surtout. Et puis la pompe à eau elle est là, donc je sais pas si ça s'entendra bien, mais je vais essayer de vous faire écouter le bruit qu'elle fait rien qu'en faisant tourner à la main. J'aurais peut-être dû m'en douter qu'elle serait morte, mais bon, j'avoue que j'ai pas fait attention. Donc je pense que vous entendrez bien comme moi, écoutez.
ça c'est juste en faisant tourner à la main, donc c'est-à-dire que rien qu'au ralenti, ben, ça ferait beaucoup plus de bruit, enfin comme ça le faisait quand j'ai démarré le moteur. Et comme on peut voir ici, il y a pas mal de jeux. Alors pour les plus curieux ici, voilà, là il y a un capteur et la poulie du milieu qui entraîne du coup le compresseur est électromagnétique et ne tourne pas tout le temps, comme vous avez pu voir aussi dans la vidéo, un petit peu plus avant dans la vidéo, enfin comme vous avez pu voir un petit peu plus avant dans la vidéo. Donc ben, cette pièce je l'attends pour demain, la pièce complète, c'est-à-dire les deux poulies avec le capteur et la pompe à eau. Ben, j'espère que je vais recevoir, dans tous les cas ça sera dans la suite de la vidéo. Et moi en attendant je vais continuer le démontage pour prévoir le changement du kit d'embrayage. J'ai retiré la batterie, la boîte à air, le support de batterie, j'ai renlevé la commande de boîte, le récepteur d'embrayage, j'ai débranché le démarreur, je l'ai démonté, donc avec la masse et le plus qui sont branchés dessus, le capteur qui est orange ici, je l'ai débranché aussi. En dessous j'ai enlevé le support moteur anti-basculement ou anti-couple, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Et ensuite, bah maintenant, ce qui me reste, c'est de démonter les vis qui restent sur la boîte. Donc, il doit en rester 3 je crois, sur le dessus, là. Celle du dessous, je les ai déjà dévissées. Celle de l'arrière, là-bas aussi. Donc, il me reste les 3 vis au-dessus de la boîte. Les 2 vis du support moteur. Pour faire ça, j'ai installé la barre ici, le support moteur, on va dire, la traverse support moteur, pour tenir le support moteur. Malheureusement, de ce côté, ça passe pas. Je suis appuyé sur le caoutchouc ici. Bon, je pense que ça pourrait faire, mais ça pue un peu, cette histoire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais peut-être faire un essai d'abord, voir comment ça réagit au niveau du plastique ici. J'ai pas envie d'abîmer quelque chose, bien sûr. Et sinon, bah, dans le cas contraire, je ferai, on va dire à l'ancienne, je mettrai un cric sous le moteur et puis un autre sous la boîte. Et ça me permettra de jauger la hauteur. Par contre, à ce moment-là, je pourrai plus lever la voiture. Donc, il faudra que j'aille ramper dessous. Enfin, je pourrai plus lever et descendre la voiture avec le pont parce que le moteur sera posé sur les cris. Alors que là, avec la traverse, je peux encore lever la voiture. Bon, bien sûr pas quand la boîte sera démontée, mais je pourrai tout finir au cri. J'ai pas de vérin de fosse. J'ai hésité d'ailleurs à en acheter un pour ce boulot-là. Ça fait longtemps que j'en voulais un. C'est pas uniquement pour ça, mais finalement, je l'ai pas fait. Et avec ce problème de traverse, je me demande si j'ai pas bien fait parce que finalement, je l'aurais peut-être acheté pour rien. En tout cas, pas pour cette boîte. Bon, bref, j'ai déjà bien assez raconté ma vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai hors caméra, comme je vous ai dit, comme ça. Et si ça me plaît pas, ben, je le ferai avec les cris en dessous. Et puis le but pour moi ce soir, c'est de sortir la boîte, peut-être démonter l'embrayage, et comme ça sera fait, ça sera prêt pour les pièces que je vais recevoir demain et que je changerai sûrement dans quelques jours. Bon, la traverse moteur, ça faisait pas, ça me convenait pas, ça s'écrasait trop, j'avais pas envie de casser quelque chose. Ensuite, j'ai essayé de mettre un petit cric sous le moteur pour garder le gros bleu ici pour la boîte. Ça aurait été plus simple, mais ça me plaisait pas non plus, le moteur bougeait beaucoup, il manquerait plus qu'il me tombe dessus, ou même qu'il tombe par terre et qu'il s'abîme, déjà rien que ça. Donc ça me motivait pas trop non plus. Donc en fait, j'ai pris une barre ici que j'avais fabriquée, donc c'est une barre plus longue que celle d'origine, mais l'axe ne dépasse pas des roues quand même, c'est limite. Bon, là ça porte pas énormément lourd, parce qu'il y a aussi l'autre support moteur qui va porter la moitié du moteur, et la boîte, eh ben, je vais l'enlever. Donc normalement ça devrait faire comme ça. Là c'est en tension, c'est la grue qui porte tout. J'ai rallongé au maximum pour pas avoir les pieds qui me gênent trop par terre. Et puis au moins ça me permet de l'avoir sur le côté. En plus c'est hydraulique, donc quand il faudra baisser ou relever un peu le moteur, là j'ai un peu de marge, donc c'est impeccable. Je pense que c'est la meilleure solution, en tout cas c'est celle que je vais choisir, enfin que j'ai choisie. Donc maintenant c'est parti, je vais enlever les 3 vis. Donc j'ai déjà enlevé les vis du support moteur, je vais enlever les 3 vis au-dessus de la boîte qui manquent. Je vais mettre le cric bien sûr juste en dessous pour pas qu'elle tombe par terre. Et ensuite eh ben, j'essaie de la retirer en espérant que le berceau me gêne pas. Parce que là, il n'y a pas non plus énormément de place. Donc j'espère que ça va le faire. Et je vais peut-être attacher aussi la commande de boîte un peu en l'air pour pas qu'elle me gêne au démontage et puis surtout au remontage. Bon voilà, la boîte est sortie. J'ai rien filmé parce que sinon déjà que j'étais très énervé, c'est vraiment de la merde la conception. Je pense qu'il doit falloir enlever le berceau, mais j'ai réussi à l'enlever. Donc vu que j'ai réussi à l'enlever, je devrais pouvoir réussir à le remettre. Là j'ai encore changé de plan. J'avais reposé et j'ai mis l'équilibrateur de charge. J'ai enlevé le support de l'autre côté pour gagner quelques centimètres sur le moteur pour pouvoir pousser. Parce que c'est vraiment rentré au chausse-pied là-bas dedans. C'est vraiment une conception de merde. Mais c'est abusé. Enfin bref. Sur ma TT c'était pareil, sauf que sur la TT la boîte elle sort pas sans enlever le berceau. Enfin je parle de ça sans enlever le moteur. C'était pas la fois où j'ai filmé, c'était les années avant. Lorsque j'avais déjà fait l'embrayage. Bon, la boîte elle est là, elle est par terre. Bon, elle n'est pas tombée, hein, j'ai réussi à la poser comme il faut, mais ça va être une galère. Je pense que ce soir, en allant me coucher, je vais déjà commencer à pleurer pour la fois où je vais devoir la remettre. Aujourd'hui, je vais finir en démontant le mécanisme d'embrayage et l'embrayage. Je vais regarder la butée, je vous la montrerai un petit peu le bruit qu'elle fait, on regardera. Et puis, ben, pour moi, ça sera bon pour aujourd'hui. Ah, j'en ai marre de ces conceptions de merde, là. Ce morceau de berceau qui est en plein milieu, sans déconner. Et il n'y a aucune place pour sortir la boîte, enfin bref. C'est Volkswagen quoi. Même si j'aime bien cette marque, des fois j'en ai plein le cul.
Bon, j'ai démonté le mécanisme d'embrayage. Comme on peut voir, les patins étaient encore bons, hein. Il y avait encore un petit peu de marge. Bon, c'est pas neuf, hein, mais c'était encore bon. On était encore très loin des rivets, il y avait encore toutes les rainures. Du coup, j'ai démonté aussi la butée. Et la butée, bah, elle est pas si dégueulasse que ça. En fait, je pense que le problème, c'est ce disque. Ça fait vraiment un bruit de ferraille. Et je pense que c'est ça qu'on entendait lorsque j'appuyais sur l'embrayage. C'est les vibrations du disque, à mon avis, qui devaient bouger. Pourtant c'est de la bonne marque, hein, c'est de l'origine, c'est du Sash ou du Sax, vous avez compris. Donc du coup, moi je vais recevoir le kit d'embrayage demain neuf, donc je vais le changer. Et puis j'espère surtout que ça fera plus le bruit, parce que si j'ai changé et qu'encore ça fait le bruit, je vais être dégoûté, là je vais être à deux doigts de, de me pendre. Non, j'exagère, mais bon, c'est vraiment insupportable, là, ces bruits bizarres là. J'espère que ça va le faire au remontage. De toute façon, la boîte, j'ai fait tourner l'arbre. Bon, ça fait un bruit de pignon normal hein, quand je fais gauche-droite, mais en allant dans un sens, il n'y a pas de bruit bizarre. Donc je pense que ça peut venir que de là. De toute façon, c'était quand j'appuyais sur l'embrayage, quand j'embrayais. Donc bah voilà, le mécanisme d'embrayage sera neuf. Ça assouplira un peu la pédale. Bon, je vais essayer de voir les avantages. Puis au moins, ça sera reparti pour un bon moment avec le moteur neuf et l'embrayage neuf. Donc je vous reprends pour la suite quand je vais faire le remontage de tout ça. Pour moi, c'est dans quelques jours, mais pour vous, c'est tout de suite. J'ai reçu le kit d'embrayage, donc pour le Touran, le disque d'embrayage, le mécanisme et la butée, donc bah, c'est tout neuf, c'est du Sax comme vous avez vu. C'est la même marque qui est montée d'origine. Donc bah, ce que je vais faire, c'est pas la partie la plus difficile, c'est installer la butée sur la fourchette, installer le mécanisme d'embrayage et le centrer. Ça, jusqu'à là, tout ira bien, et puis ensuite, je remonterai la boîte. Je pense que ça va être encore une bonne galère, mais bon, dans tous les cas, il faut le faire. Donc c'est parti, je remonte l'embrayage, je resserre tout au couple comme je vous avais déjà montré un petit peu avant dans la vidéo, avec bien sûr les pièces neuves, et puis ensuite on passe au remontage de la boîte. Croisez les doigts pour moi, j'espère que ça va bien se passer. J'ai remonté le mécanisme d'embrayage, j'ai tout resserré au couple pour les vis, pour ces vis là. J'ai bien sûr centré l'embrayage, je l'ai mis dans le bon sens avec le gearbox side du bon côté, c'est-à-dire du côté de la boîte. De ce côté, j'ai pas oublié de remonter la fourchette avec la nouvelle butée. Donc faut bien faire attention à ça, parce qu'une fois qu'on a remonté la boîte, on est bien content de ne pas avoir oublié tout ça. Donc maintenant c'est parti, je vais essayer de remettre la boîte en place. Honnêtement, je vais pas filmer parce que déjà que je vais bien m'énerver. Je vous filmerai une fois qu'elle sera en place avant de remonter tout le reste. Et je vous expliquerai si j'ai réussi du premier coup ou si j'ai mis 3h30 pour la mettre. Bon ben voilà, la boîte est mise, je considère ça, je mets ça dans la catégorie de la chance. Enfin un peu de chance parce que j'ai mis que 20 minutes. Bon 20 minutes ça peut paraître énorme comme ça, mais sachant que je suis tout seul, que je bosse un peu par terre avec un cric, franchement 20 minutes c'est joli, surtout que là le berceau il gêne un peu. Là elle est bien remis en place, j'ai remis deux vis serrées, donc il me manque à mettre toutes les autres vis et puis tous les accessoires qui vont dessus. Mais je vous avais dit que je refilmerai quand je l'aurai mis en place. Donc il faut aussi remettre le support de boîte. En fait je l'avais sorti parce qu'il passait pas avec le longeron. Je sais pas si je l'avais dit dans la vidéo avant. Donc là il faut que je rebouge un peu le moteur. Il est pas refixé de l'autre côté, mais en fait il est vraiment suspendu. Je peux pas trop le bouger non plus à cause des faisceaux et puis des différentes durites. Faudra pas que ça force sur quelque chose. Donc du coup c'est parti. Je continue de mettre toutes les vis autour de la boîte que je vais serrer encore une fois au couple. Et puis ensuite je remets les supports moteurs et puis je pourrai continuer avec tous les accessoires. Et puis ensuite on passera à la pompe à eau de l'autre côté. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai remonté les supports moteurs que j'ai resserré au couple bien sûr, ainsi que le support moteur du dessous. J'ai remonté la durite ici d'admission et puis surtout toutes les vis de la boîte que j'ai serrées, avec aussi la remise en place du démarreur, les petites vis, tous les branchements que j'avais débranchés pour enlever la boîte. Il me restera pour la boîte les cardans à remettre et puis ça sera bon. J'ai aussi remis la commande de boîte et le récepteur d'embrayage. Donc au niveau de la boîte, normalement c'est tout bon, à part les cardans bien sûr. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais remonter les cardans et puis ensuite on pourra passer à l'autre côté pour changer la pompe à eau. D'ailleurs je vous montrerai la différence de bruit du roulement. Bon finalement j'ai remonté juste le cardan côté conducteur avec le cardan, enfin avec toutes les vis. Bon je vais tout serrer au couple en même temps que le deuxième cardan. Mais le deuxième cardan je vais pas le remonter tout de suite parce que j'en profite d'avoir la place, un peu plus de place, c'est pas de refus pour pouvoir changer la pompe à eau. La pompe à eau se trouve juste ici, bon comme ça en caméra ça peut paraître vachement accessible mais c'est quand même assez serré là-bas dedans. Je vais vous montrer maintenant la différence de jeu entre l'ancienne et la nouvelle et pourquoi je la change. Donc ça c'est l'ancienne, comme je disais il y avait du jeu comme ça, je sais pas si ça se verra bien, écoutez. Il y avait quand même pas mal de jeux et beaucoup de bruit quand même de roulement. Dans ce cas-là, c'est un bloc qui se change pas, qui se sépare pas, même si la poulie elle est démontable ici. Il faut acheter le bloc complet. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une pompe à eau complète. Donc là pour le coup c'est une marque, c'est SKF. Après peu importe, hein, j'ai pris quand même une bonne marque. Comme on peut voir, il n'y a pas du tout de jeu.
Enfin, il y a un léger jeu, mais c'est 10 fois moins que l'autre. Et puis quand je fais tourner, voilà, il n'y a aucun bruit. Donc on peut bien voir qu'il y a une grosse différence. En plus, ce joint, l'autre, il était bien bouffé. Ils avaient mis de la pâte à joint ici. Donc moi, ça va me permettre d'avoir une étanchéité qui sera peut-être meilleure, bon, même si j'avais pas de fuite apparente. Et il faut surtout pas oublier de rebrancher ce capteur, qui est le capteur pour la poulie, qui est électromagnétique pour l'entraînement du compresseur, pardon. Donc là, c'est la courroie d'accessoire, et là, c'est la courroie de compresseur, qui va avec le compresseur qui est derrière. Donc je remets tout ça en place avec la courroie de compresseur, bien sûr, la courroie d'accessoire, et puis on se retrouve un peu après pour essayer, voir si ça fait encore le bruit ou pas. En tout cas, j'espère pas. La nouvelle pompe à eau est installée, j'avais mis la courroie aussi parce que sinon après c'est impossible de la mettre. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le tendeur, donc il se trouve dans cet emplacement ici, le tendeur de courroie de compresseur. Ensuite je pourrais essayer de remettre le cache plastique ici qui se clipse seulement, mais j'ai pas trop accès sur le dessus, donc j'espère que ça va bien se passer. Le cache ici recouvre le tendeur et la petite poulie qu'il y a derrière qui vient jusqu'ici. Et puis ensuite on pourra continuer en montant la courroie d'accessoires et puis le reste. Mais bon, là, le plus dur sera passé une fois que j'aurai pu remettre le tendeur de courroie de compresseur. J'ai remonté la pompe à eau, comme j'ai dit juste avant, le conduit de suralimentation ici qui passe juste devant. J'ai remonté la courroie d'accessoires. J'ai tout remonté, le cache plastique derrière, puis des pattes que j'avais enlevées. Pour le dessous, ça sera bon. Je vais remettre là tout de suite le cardan, comme ça sera fait. Serrer les cardans en couple et puis remettre le moyeu, enfin la rotule de suspension dans le triangle. Et puis ensuite, il manquera sur le dessus la batterie, la boîte à air et puis aussi une durite de suralimentation qui passe sur le dessus vers le turbo. Et puis on sera bon pour essayer de redémarrer et espérons qu'il n'y ait plus les bruits parasites qu'il y avait avant. Bon voilà, j'ai fini de tout remonter, enfin toute la mécanique, je vais pas remonter bien sûr les passages de roue, les roues et tout ça. Je vais faire un dernier démarrage, enfin un démarrage en espérant qu'il n'y ait plus de bruit bizarre. Je vais laisser tourner un petit peu aussi pour pouvoir purger comme il faut le liquide de refroidissement et puis de revérifier encore une nouvelle fois l'huile, enfin le niveau d'huile. Normalement c'est bon de ce côté, mais je vais quand même revérifier. Donc je vous mets sur le trépied et puis on retente le démarrage en espérant qu'il n'y ait plus aucun bruit. Croisez les doigts pour moi. Bon, on entend un bruit métallique, je sais pas si on m'entendrait bien. Je crois que c'est la tôle de protection de l'échappement dessous qui doit être un peu tordue ou je sais pas, qui doit toucher contre quelque chose. Je vais d'abord laisser tourner un petit peu et je regarderai après, remettre un peu d'eau et je regarderai après pour la vibration qu'il y a en dessous. J'espère que vous m'entendrez bien. Bon, j'ai levé la voiture pour écouter le bruit d'où il venait. En fait, j'ai trouvé, c'est la tôle qui est entre le moteur et la boîte qui s'est tordue lorsque j'ai retiré la boîte. La tulipe a dû la tordre un peu. Donc ça doit toucher un peu contre le volant moteur. Je vais essayer de redresser tout ça pour ne plus avoir le bruit évidemment. Et je vous remontre une fois que j'ai détordu tout ça. Et voilà, ça va tout de suite mieux. Bon, je commence à avoir peur, je croyais qu'il y avait encore une panne, mais en fait non, c'était rien. C'était juste cette tôle qui était un peu tordue. J'ai recherché avec ce que j'avais touché de plus par rapport à avant. Et j'en suis vite tombé à ça, de toute façon ça s'attendait bien. Au début j'ai eu peur que ce soit l'échappement qui soit percé, mais non, impeccable de ce côté-là. Je vais redescendre la voiture, je revérifierai les défauts, tout ça. Avant de remonter bien sûr tous les passages de roue et le pare-choc, mais ça a l'air bon comme ça. On va voir pour la butée, mais de toute façon pour démarrer il faut appuyer sur l'embrayage et j'ai pas entendu de bruit bizarre. Donc je redescends la voiture et on regarde tout ça. Le moteur tourne super bien. Déjà du côté de la pompe à eau il n'y a plus aucun bruit suspect. Je sais pas si on arrivera à faire la mise au point, mais vous voyez où c'est au fond là-bas. Donc comme on peut voir il y a la courroie du compresseur qui ne tourne pas. Parce qu'à mon avis, elle doit être pilotée uniquement quand on accélère. Je sais pas, il faudrait que je regarde ça un petit peu plus. Mais en tout cas, il n'y a plus de bruit bizarre. Donc je suis très content pour ce niveau-là. Je vais aller appuyer sur la pédale d'embrayage 2-3 fois pour voir si ça fait pas de bruit. Mais je suis quasiment persuadé que non parce que j'ai déjà essayé avant. Donc voilà, je suis content. C'est enfin terminé pour ça. Il manquera plus qu'à remonter tout ce qui est pare-choc, re-régler les phares avant, les passages de roue, le plastique sous le moteur. Et puis ça sera bon à ce niveau-là. Il manquera aussi le clignotant du rétroviseur passager que je vais changer. Je vous montre ça juste après. Bon, alors tout de suite, j'ai vu plusieurs choses. Déjà, j'ai vu que lorsque je mets un régime constant, alors avec le moteur chaud bien sûr, lorsque je mets un régime constant vers 3000 tours environ, bon peu importe, pendant quelques secondes, j'ai le voyant moteur qui clignote et qui finit par s'éteindre. Donc ça, il faut mettre la valise pour le voir. Bon là, avec la porte là au niveau du pilier du pont, c'est un peu délicat, j'ai pas envie d'abîmer la porte.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à remonter. De toute façon, je pense pas avoir besoin de redémonter le pare-choc. Donc je vais remonter le pare-choc. Éventuellement les passages de roues, je suis pas sûr que ça gêne non plus. Et comme ça, je vais pouvoir poser les roues par terre et serrer les cardans. Comme ça sera fait. Et avant que j'oublie. Bien sûr, j'ai une petite alarme pour le liquide de refroidissement, mais c'est normal, c'est le temps que ça se purge. Donc là, j'en ai remis au niveau max. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter déjà tout ça. Et puis ensuite, je pourrai reculer la voiture. Et puis on regardera pour la valise à ce niveau-là, ce que c'est que ce défaut. Sachant que j'ai pas pu tout nettoyer le circuit d'admission, donc il y avait certainement encore de l'huile, des dépôts d'huile à l'intérieur. Il faudrait peut-être rouler un petit peu, je sais pas. Dans tous les cas, je vais faire tout ce que je vous ai dit pour pouvoir brancher l'ordinateur et voir les défauts que ça m'affiche. En tout cas, c'est pas un défaut qui est définitif parce qu'il s'arrête, enfin il s'enlève tout seul. Donc je vais voir tout ça, ce que ça me dit sur l'ordi, une fois que j'ai remonté déjà les grosses parties de la carrosserie. J'ai remonté la face avant, les pare-boues, enfin les passages de roues. J'ai remonté aussi le plastique qui va dessous. Il va falloir encore que je règle les phares avec mon règle-phare, mais ça je vais le faire après. J'ai regardé les défauts du coup, donc j'avais des défauts dans les 140-150 tours minute. À mon avis, c'est quand j'ai fait la prise de compression, j'avais pas les sondes du turbo qui étaient branchées, c'était des défauts en rapport avec ça. Et j'avais aussi un défaut qui datait de tout à l'heure. Lorsque j'ai un peu accéléré, comme je disais, c'était des ratés d'allumage. Des ratés d'allumage au cylindre 3, je crois, et ratés d'allumage sans précision de cylindre. Comme j'ai dit, j'ai pas pu tout nettoyer l'huile qu'il y avait dedans. Donc est-ce que l'huile est rentrée elle rentre dans le moteur et elle fait des explosions qui sont avant l'étincelle? Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Je pense que le moteur a besoin de tourner un petit peu, de se nettoyer un petit peu tout seul. Enfin, en tout cas du peu que j'ai pas de ce que j'ai pas pu nettoyer. Il faudrait rouler un petit peu avec. Bien sûr, je vais d'abord régler les phares. Toute la face avant, la carrosserie est remontée. Sinon, tout va bien. Le moteur tourne bien, il démarre bien, ça accélère bien. J'ai aussi redémonté la boîte à air vite fait pour régler la commande de boîte. Les vitesses du haut, donc la marche à air, la première, la troisième et la cinquième, je trouvais qu'elle passait un petit peu mal. Elle passait une fois sur deux. Donc j'ai réglé un peu la commande de boîte pour que ça soit mieux de ce côté-là. Il me reste aussi à changer le clignotant du rétroviseur ici. Et je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Comme ça sera fait avec le réglage des phares. Et puis je vais voir peut-être pour faire un petit trajet avec, histoire de faire rouler un petit peu et de revérifier les défauts. Pour le réglage des phares, ça se passe sur cette vis ici, en tout cas pour le haut-bas. Bien sûr, il y a les vis, il faut centrer le feu par rapport à la carrosserie, c'est le plus simple. Et ensuite régler la hauteur. Donc moi j'ai un petit règle-phare comme ça qui date un peu, mais c'est pas grave, ça va très bien. Donc du coup, en dévissant, donc déjà je peux voir le faisceau à l'intérieur. Bon, ça rendra peut-être pas très bien à la caméra, c'est beaucoup plus net en vrai. Et du coup, après, j'ai toutes les informations ici. Donc là, je suis en code. C'est comme ça que ça s'appelait avant. Du coup, là, à gauche, on peut voir l'emplacement du feu. Donc là, si je dévisse, on peut voir que là, il y a la LED rouge qui s'allume en bas. Ça veut dire qu'il faudrait le relever un petit peu. Mais ça pourrait faire aussi. Les performances sont excellentes. Des fois, ça peut être moyen lorsque les vitres sont opaques, par exemple. Mais là, pour ce cas-là, c'est pas le cas. Et pour l'éblouissement, donc là, je vais remonter le feu. Donc comme on peut voir, voilà, il se met en vert. Et si je le monte trop, donc voilà, si je le monte trop, après ça m'affiche l'éblouissement. Et ça me dit aussi de descendre le phare. Là, vous verrez peut-être pas trop en caméra, mais en fait j'ai des traits et je peux voir le faisceau du phare où c'est qu'il apparaît. Donc voilà, bon, c'est pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui connaissent. Je vais le remettre en réglage comme il faut, voilà, et ce sera bon pour moi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement rouler un petit peu avec pour voir si les défauts réapparaissent. Et puis ensuite, je pense que ça sera terminé pour ce Touran. Et j'ai oublié de préciser aussi, mais j'ai changé le clignotant du rétroviseur à droite. Donc au moins c'est réglé de ce côté-là, ça fonctionne bien, ainsi que la lumière qui va dessous, l'éclairage de sol. Donc impeccable, manquera plus qu'à rouler un petit peu et puis à voir ce que ça donne sur un petit trajet, voir s'il y a des défauts qui réapparaissent. Bon voilà, on se retrouve le lendemain pour moi, pour vous c'est tout de suite. Comme on peut voir ici, j'ai fait un petit peu plus de 48 km, donc on va dire 50 km. Tout s'est bien passé, bon là il y a des voyants qui sont allumés parce que j'ai le contact, tout simplement parce que j'ai branché la valise pour voir. Et comme on peut voir, il n'y a plus aucun défaut. Donc je les ai supprimés, en comprenant les défauts que j'avais lorsque j'avais démarré sans le pare-choc, donc c'est-à-dire pour les radars de recul, enfin les radars à l'avant du pare-choc avant, les anti-brouillards qui étaient débranchés, et le clignotant du rétroviseur que j'ai changé, il y avait aussi le défaut. Et sinon, pour le moteur, il n'y a plus aucun défaut qui est apparu en 50 km. Bon, j'ai pas vraiment accéléré beaucoup, j'ai pas dû dépasser 3500 tours, voire 3800 tours maximum. Je pense qu'il faut quand même le ménager un petit peu, étant donné que les pistons sont neufs. Mais pour moi, ça sera bon de mon côté. Je vais revoir les niveaux, même s'ils sont bons, mais je vais peut-être en remettre un petit peu, histoire d'être tranquille. Et puis ça sera bon pour moi de ce côté-là.
Et voilà, ça sera tout pour moi au niveau de ce Touran. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai passé un petit peu plus de 58 heures quand même pour tout faire, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait pardon, dans les 3 dernières vidéos au sujet du Touran. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais le principal c'est que mon ami puisse avoir sa voiture qui soit réparée et qui soit bien en bon état de fonctionnement. Je pense que c'est tout bon, de toute façon je pense qu'il n'hésitera pas à me le dire s'il y a un problème, mais je suis pas certain qu'il y en ait avec tout ce que j'ai changé dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, à laisser un like pour me soutenir et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les prochains projets qui arriveront sur la chaîne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!